Imaginez que vous travaillez 12 mois par an pour enrichir quelqu'un d'autre, sans même le savoir. Dans les plaines de la Beauce, tout le monde appelait Émile le fou du village. Pourquoi? Parce qu'il refusait de toucher son argent quand tout le monde se précipitait à la banque. Pendant que ses voisins s'endettaient pour paraître puissants, Émile cachait un secret mathématique dans de vieux silos rouillés, un secret qui allait le rendre multimillionnaire alors que tout le système s'effondrait autour de lui. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple histoire d'agriculture, c'est la faille brutale du système dans lequel vous vivez et comment une seule règle oubliée peut racheter votre liberté. Écoutez bien, car votre vision de l'argent s'apprête à basculer. Avant de plonger dans le secret d'Émile, j'aimerais savoir qui m'accompagne aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quelle région vous regardez cette vidéo. C'est toujours un plaisir de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous êtes prêt à découvrir une stratégie qui défie la logique ordinaire, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Votre soutien est ce qui permet à cette chaîne de continuer à décrypter les mécanismes de la vraie liberté. Allez, on commence. Il y a une atmosphère bien particulière qui s'empare des vastes plaines de la Beauce à l'arrivée de l'automne. C'est bien plus qu'une simple saison qui change. C'est une fièvre, une tension sourde qui monte de la terre elle-même. Imaginez cet océan de champs dorés qui s'étend à perte de vue, ondulant sous un ciel d'octobre souvent lourd, chargé d'une urgence presque palpable. Pour ceux qui connaissent le monde agricole, l'odeur sèche de la poussière de blé et le rugissement ininterrompu des moissonneuses-batteuses ne sont pas de simples bruits de fond. C'est le battement de cœur de toute une région, rythmant la course contre la montre la plus importante de l'année. C'est le moment fatidique de la moisson, l'aboutissement d'une année entière de sueur, de doutes face au ciel capricieux, de calculs anxieux, de prières silencieuses pour que la grêle épargne les cultures au dernier moment. Et quand les gigantesques machines se mettent enfin en route, avalant les épis du matin au soir, une véritable frénésie s'empare de chaque village, de chaque exploitation. C'est une parade d'impatience mécanique, une urgence collective où l'on ne compte plus ses heures. Dès que le grain est battu, chaud et parfumé par la paille écrasée, il n'a qu'une seule destination en tête pour l'immense majorité des hommes de la terre. Les remorques, pleines à craquer, parfois couvertes de bâches à la hâte, forment des files interminables devant les immenses silos de béton de la coopérative agricole locale. C'est un ballet bien orchestré, presque machinal. On pèse, on vide dans un nuage de poussière, on accepte le prix du jour, quel qu'il soit, et on repart aussitôt vers les champs. Le marché dicte sa loi implacable, et tout le monde s'y plie avec un soulagement teinté d'une immense fatigue. Vendre tout de suite, c'est la tradition. C'est l'assurance d'un chèque immédiat qui viendra renflouer une trésorerie exsangue. C'est la possibilité tant attendue de payer les traites du nouveau tracteur, de rembourser les lignes de crédit, d'apaiser le banquier qui s'impatiente et de pouvoir enfin souffler. Prendre l'argent le jour même de la récolte, c'est la norme indiscutable. C'est la logique rassurante de la campagne. C'est ce que faisaient les grands-pères, ce que font les pères et ce que fait invariablement le voisin d'en face. Mais au milieu de ce paysage de conformité absolue, un homme détonnait. Un homme qui, chaque mois d'octobre, commettait ce que l'on pourrait presque qualifier d'hérésie aux yeux de toute la communauté paysanne. Il s'appelait Émile. Émile n'avait rien d'un rebelle extravagant. C'était un homme de la terre, discret, avec des mains burinées par le travail et un regard plissé par des décennies passées à scruter l'horizon. Il travaillait ses terres avec la même ardeur que les autres, subissait les mêmes caprices de la météo et récoltait une qualité de grain tout à fait comparable. Pourtant, lorsque la benne de son tracteur débordait de blé blond, Émile ne prenait jamais la route de la coopérative. Il ne rejoignait jamais cette file d'attente bruyante et anxieuse, où les hommes discutent en comparant leur rendement. À l'intersection clé, là où tous les autres tournaient machinalement à gauche pour aller vider leur cargaison, se débarrasser de leur fardeau et encaisser leur chèque, Émile ralentissait. Au volant de son tracteur qui accusait déjà son âge, il tournait silencieusement à droite. Il ramenait purement et simplement sa récolte chez lui. Pas pour une nuit en attendant que la file de la coopérative diminue. Il ramenait son grain pour le garder. Derrière sa vieille grange aux murs de pierre épaisse se dressaient des structures métalliques discrètes. De simples cellules à grains en tôle ondulée, alignées comme des coffres-forts privés, résistant au temps et bravant la raison commune. Émile y déversait le fruit d'une année entière de labeur, grain par grain, tonne par tonne, jusqu'à ce que ses champs soient complètement nus et que ses propres silos soient pleins à ras-bord. Et ensuite, il coupait le contact de son engin. Il verrouillait les lourdes portes métalliques. Et dans le silence revenu de la ferme, il faisait la seule chose que personne d'autre n'osait faire. Il attendait. Au cœur du village, là où les rumeurs se cristallisent et où les réputations se font et se défont, le café de la place centrale servait de tribunal informel. C'est là,
entre l'odeur du café fort et celle du tabac froid, que le cas d'Émile était disséqué chaque matin avec une régularité de métronome. Pour les habitués, le comportement d'Émile n'était pas seulement étrange, c'était une insulte au bon sens paysan. On l'observait du coin de l'œil, on échangeait des sourires entendus en regardant sa vieille remorque repartir vers sa ferme, chargée de ce que tout le monde considérait déjà comme de l'argent dormant, voire de l'argent perdu. Le centre de ce tribunal était occupé par Laurent. Si Émile représentait la terre et la patience, Laurent était l'incarnation de la modernité triomphante et de l'agressivité commerciale. Concessionnaire de machines agricoles le plus prospère du département, Laurent ne se contentait pas de vendre des tracteurs étincelants à prix d'or. Il vendait une vision du monde. Toujours vêtu d'une chemise impeccable, la voix portant plus haut que les autres, il maniait les concepts de rentabilité, d'optimisation et de flux tendu avec une assurance qui ne souffrait aucune contradiction. Pour lui, un agriculteur moderne était un chef d'entreprise qui devait faire circuler son capital, pas un gardien de musée enfermé avec ses récoltes. Accoudé au zinc, Laurent aimait tenir le crachoir, entouré d'agriculteurs qui, bien souvent, lui devaient la moitié de leur parc de machines. Il pointait du doigt, avec une pointe de mépris dans la voix, la direction de la ferme d'Émile. Il expliquait à l'auditoire que le geste d'Émile était le symptôme d'une époque révolue, une erreur stratégique monumentale que seul un esprit obstiné et dépassé pouvait commettre. Selon Laurent, le marché était une bête sauvage que l'on ne pouvait pas dompter en restant assis sur ses sacs de grains. Il détaillait les risques avec une précision chirurgicale, transformant l'attente d'Émile en un pari stupide. Et si les prix s'effondraient pendant l'hiver? Et si la vermine s'attaquait aux grains? Et si l'humidité faisait pourrir la récolte dans ces vieux silos de tôle que Laurent jugeait indignes d'une agriculture de pointe? Pour lui, Émile jouait avec le feu sans même avoir d'assurance. Il le décrivait comme un spéculateur du dimanche, un homme qui pensait être plus malin que les courtiers de Chicago ou les analystes de Paris, alors qu'il n'était qu'un paysan de la Beauce s'accrochant à une lubie dangereuse. Le sarcasme de Laurent était contagieux. Il demandait à la cantonade si Émile comptait aussi enterrer ses billets sous son matelas. La logique de Laurent paraissait implacable. L'argent a de la valeur aujourd'hui, pas dans 6 mois. Prendre le chèque de la coopérative en octobre, c'était la sécurité. C'était le pragmatisme, c'était la marque d'un homme intelligent qui sait quand sa journée de travail est terminée. En refusant de vendre, Émile ne se contentait pas de stocker du blé. Il stockait de l'incertitude. Laurent concluait souvent ses tirades par un diagnostic sans appel qui faisait hocher les têtes autour de lui. Le pauvre Émile avait perdu le contact avec la réalité. Il était devenu le fou des silos, celui qui préférait regarder ses grains de blé vieillir plutôt que de voir son compte en banque se remplir. Et pendant que Laurent riait bruyamment en commandant une autre tournée, personne ne se doutait que le silence d'Émile, à quelques kilomètres de là, cachait une vérité que la logique bruyante du café était incapable de saisir. Cette certitude qui animait Laurent et les habitués du café n'était pas née du néant, elle reposait sur ce que le village appelait le progrès. Pour comprendre pourquoi tout le monde pensait avoir raison contre Émile, il faut comprendre la séduction du tout de suite. Dans ces plaines, le succès ne se mesurait plus seulement à la qualité du grain, mais à la puissance et à la brillance des machines garées dans la cour de la ferme. Vendre immédiatement en octobre, c'était céder à une forme de soulagement psychologique que l'on confondait souvent avec de la stratégie financière. Pour la majorité des agriculteurs, la récolte n'était pas la fin du cycle, mais le début d'une course contre les dettes. Dès que le dernier boisseau de blé quittait la remorque, l'esprit se tournait vers le concessionnaire. On voulait ce nouveau tracteur avec sa cabine climatisée et ses écrans digitaux, cette moissonneuse plus large qui permettrait de gagner 2 jours sur la saison prochaine. Le chèque de la coopérative, encaissé dans la foulée de la moisson, agissait comme un baume sur l'anxiété. C'était la récompense immédiate, le trophée que l'on brandissait pour prouver que l'on avançait avec son temps. Il y avait un confort immense à suivre le troupeau. Faire ce que tout le monde fait, au moment où tout le monde le fait, procure une sécurité invisible. Si tout le village vend en octobre, alors vendre en octobre ne peut pas être une erreur. C'est le poids du groupe qui dicte la norme. Celui qui s'en écarte n'est pas seulement perçu comme un original, il est perçu comme une menace silencieuse à la tranquillité d'esprit des autres. En vendant tout de suite, les voisins d'Émile s'achetaient, en plus du matériel, le droit de ne plus avoir à réfléchir. Ils déléguaient la complexité du marché à la coopérative et aux banquiers. Leur logique était circulaire. J'ai besoin d'argent pour payer mes traites, donc je vends au plus vite, donc je m'endette pour produire plus, donc j'ai encore plus besoin d'argent l'année suivante. C'était un tapis roulant sur lequel ils couraient de plus en plus vite, sans jamais s'arrêter pour demander qui contrôlait la vitesse de la machine. Pour eux, Émile n'était pas un sage, c'était un grain de sable dans cet engrenage bien huilé. Son refus de participer à cette frénésie de consommation et de vente forçait les renvoyer à leur propre chaîne, même s'ils ne l'auraient jamais admis.
Ils appelaient cela être pragmatique. Ils disaient, le blé est fait pour être vendu, pas pour être contemplé. Ils se moquaient de son vieux matériel, de ses tracteurs d'un autre âge qui ne faisaient pas l'envie des passants sur la route départementale. Ils ne voyaient pas que la liberté d'Émile commençait précisément là où s'arrêtait leur besoin de paraître. Tandis qu'ils savouraient la satisfaction éphémère d'un compte en banque brièvement renfloué avant d'être à nouveau vidé par les intérêts bancaires, Émile, lui, cultivait une autre forme de richesse, le luxe du temps. Seul sur son chemin solitaire, il acceptait le mépris pour préserver son autonomie. Il savait que le véritable progrès ne se trouvait pas dans le tableau de bord d'un engin à 200 000 euros, mais dans la capacité de dire non à une foule qui se précipite vers la falaise en pensant voler. L'illusion était parfaite, le décor était planté. Tout était prêt pour que la réalité, froide et implacable, vienne un jour réclamer son dû. Pour comprendre le silence d'Émile, il faut remonter le temps, bien avant que Laurent ne parade avec ses machines rutilantes. Il faut retourner à une époque où la terre ne se domptait pas à coups d'électronique, mais à la force du poignet et à la sueur du front. C'était le monde de Henri, le père d'Émile, un homme de la vieille école, forgé par les privations de l'après-guerre, qui avait repris l'exploitation familiale dans un pays qui pensait encore ses plaies. À l'époque, Henri travaillait avec ce que la modernité appelait déjà des antiquités. Un vieux tracteur poussif, une charrue qui semblait dater du siècle précédent, et surtout, une foi inébranlable dans le cycle immuable des saisons. Comme tous les agriculteurs de sa génération, Henri suivait la règle d'or, celle que personne ne remettait jamais en question. On sème, on récolte, on livre. La récolte était une délivrance physique, et la vente immédiate à la coopérative était la conclusion naturelle, presque biologique, du travail de l'année. Le tournant eut lieu lors d'un automne gravé à jamais dans la mémoire familiale. C'était une année de grâce, une de ces années où le ciel semble s'allier à la terre pour offrir un cadeau inespéré. Le blé était haut, dense, d'une couleur d'or pur. Henri, épuisé mais fier, avait livré une récolte record. Il avait suivi la file, comme tout le monde. Il avait déchargé son grain en octobre et avait reçu un chèque qu'il jugeait alors très honorable. Pour lui, la mission était accomplie. Il avait payé ses semences, ses quelques outils, et il restait assez pour passer l'hiver au chaud. Mais le destin a parfois une manière cruelle de donner des leçons. 6 mois plus tard, au printemps suivant, alors qu'Henri se trouvait à la coopérative pour acheter des engrais, il jeta un coup d'œil distrait au tableau des cours du marché. Ce qu'il vit le cloua sur place. Le prix du blé s'était envolé. Ce n'était pas une petite hausse, c'était une explosion. Le même grain, issu de la même terre, récolté sous le même soleil, valait désormais presque le double de ce qu'il avait touché en octobre. Le coût total des fournitures pour cette renaissance, 14 $. 6 $ pour le bronze, 3 pour le régule, 2 pour le fer plat et 3 $ pour quelques joints et produits de nettoyage. Le diagnostic de 4 cents $ du concessionnaire venait d'être balayé par 14 $ et une intelligence pratique hors du commun. Le moment de vérité arriva un dimanche soir. Glenn monta sur le siège de fer du Farmal. Monsieur, il n'utilisa pas le démarreur électrique. Il préféra sentir la résistance de la machine. À la 3e rotation de la manivelle, le moteur s'éveilla. Ce ne fut pas un hoquet mourant, mais un rugissement puissant et régulier. Glenn avait également nettoyé un injecteur encrassé avec un simple fil de fer et un peu de kérosène, libérant ainsi le 4e cylindre que l'ancien propriétaire croyait mort depuis des années. Le tracteur ne se contentait pas de fonctionner. Il tournait mieux qu'au jour où il avait quitté l'usine. Pour un investissement total de 25 $ à l'achat et 14 $ de pièces, Glenn Yoder disposait désormais d'une puissance de traction capable de rivaliser avec les machines les plus chères du comté. Il venait de prouver que la compétence technique était la monnaie la plus forte qui soit, et que le mépris de Doyle Shepard pour le cimetière n'était que le reflet de sa propre ignorance. La rumeur ne tarda pas à remonter jusqu'aux oreilles de Floyd Shepard. Dans une petite communauté rurale comme Mount Ayr, le silence est une denrée rare, surtout lorsqu'il s'agit d'un miracle mécanique. Intrigué, et peut-être secrètement sceptique, le concessionnaire décida de faire le trajet jusqu'à la ferme des Yoder. Il s'attendait à trouver une machine poussive, crachotant une fumée noire, une sorte de zombie de fer condamné à rendre l'âme à la première charge de travail. Lorsqu'il descendit de sa voiture, il fut accueilli par un son qu'il connaissait par cœur, mais qu'il n'aurait jamais cru entendre sortir de cette carcasse, le ronronnement profond, fluide et parfaitement cadencé d'un moteur Farmal en pleine santé. Glenn était là, aux commandes, déplaçant des charges avec une aisance déconcertante. Floyd resta un long moment immobile, observant le balancement régulier des pistons et la précision des changements de vitesse. Il n'y avait plus de broyage, plus de hésitation. « Tu as réparé la transmission ?» demanda Floyd, sa voix trahissant une stupeur qui ne parvenait plus à masquer. Glenn descendit du siège,
s'essuya les mains sur un chiffon graisseux et répondit avec sa simplicité habituelle. La fourchette de sélection était simplement usée. J'en ai fabriqué une nouvelle avec un morceau de fer plat. Cela m'a pris environ 4 heures. Floyd accusa le coup en silence. Il repensa à son mécanicien en chef, un homme formé par les grandes écoles de l'industrie, qui avait passé 2 jours entiers sur cette machine pour conclure qu'elle était irrécupérable sans un investissement de $400. Ce que son expert n'avait pas vu ou n'avait pas voulu voir, ce jeune fermier l'avait résolu avec 20 centimes d'acier et une meuleuse d'établi. Le concessionnaire ne dit plus un mot. Il remonta dans sa voiture et repartit vers sa ville, emportant avec lui un secret qu'il ne partagerait jamais, la honte d'avoir été surpassé par un gamin de 22 ans utilisant des outils rudimentaires. Mais pour Glenn, cette visite fut bien plus qu'une simple victoire d'ego. Ce fut une épiphanie. En voyant le visage décomposé de Floyd, il comprit soudainement la faille monumentale sur laquelle reposait toute l'industrie agricole moderne. Les concessionnaires n'étaient plus des réparateurs, ils étaient devenus des logisticiens du remplacement. Ils ne cherchaient pas la cause d'une panne, ils observaient un symptôme et prescrivaient le remède le plus coûteux. Si une pièce ne figurait pas dans le catalogue, la machine était déclarée morte. Glenn réalisa que le monde jetait des fortunes non pas parce que le matériel était mauvais, mais par pur manque d'intelligence pratique et par paresse intellectuelle. La différence entre une ruine à $25 et un outil de travail à $400 ne résidait pas dans l'acier, mais dans la connaissance. À cet instant précis, la vision de Glenn changea radicalement. Ce que les autres appelaient de la ferraille, il l'appelait désormais du capital. Il comprit que s'il continuait à racheter tout ce que les concessionnaires jugeaient irréparable, il pourrait bâtir une puissance de frappe agricole à un coût proche de zéro. Il décida alors de devenir le réceptacle de toutes les erreurs de diagnostic du comté. Chaque tracteur abandonné derrière un hangar, chaque moteur jugé trop vieux, chaque transmission condamnée deviendrait une pierre de l'empire qu'il s'apprêtait à construire. La faille du système était devenue son tremplin vers la fortune. Au cours des 2 décennies qui suivirent, entre 1959 et 1978, la ferme des Iodé devint le théâtre d'une expansion aussi massive que discrète. Tandis que ses voisins s'endettaient pour suivre la course à la puissance imposée par les constructeurs, Glenn, lui, tissait sa toile. Il ne cherchait pas l'éclat du neuf, il traquait l'abandon. Durant cette période, il fit l'acquisition de 31 tracteurs supplémentaires. Certains provenaient de ventes aux enchères où personne ne daignait lever la main, d'autres de voisins découragés, et beaucoup d'autres encore du hangar de rebut de Deutsche Shepard, qui continuaient de jeter des trésors par pure méconnaissance. Les prix payés par Glenn auraient fait rire un banquier, de 15 à $75 en moyenne. Pour le prix d'un train de pneus neufs chez le concessionnaire, Glenn achetait parfois 3 ou 4 machines entières. Mais là où cette accumulation aurait pu ressembler à un désordre de collectionneurs, Glenn avait instauré une discipline de fer, une stratégie de gestion de flotte qui allait devenir le pilier de sa rentabilité. Il divisa ses acquisitions en 3 catégories distinctes, créant un écosystème mécanique parfaitement autonome. La première catégorie était sa flotte de travail. C'étaient les machines les plus robustes, celles dont Glenn avait restauré le cœur avec une précision chirurgicale. Ces tracteurs étaient les soldats de première ligne, assignés aux tâches lourdes du labour et du semis. La deuxième catégorie concernait les machines destinées à la revente. Glenn choisissait des modèles populaires, les remettait à neuf et les proposait à de jeunes agriculteurs débutants à des prix défiant toute concurrence. Un tracteur que Deutsche Shepard aurait affiché à $1,200, Glenn le vendait $350, prêt à travailler et garanti par sa seule parole d'homme d'honneur. Enfin, la troisième catégorie était sans doute la plus géniale, les donneurs d'organes. Glenn entretenait un inventaire de pièces détachées à ciel ouvert. Si un pignon cassait sur une machine en plein champ, il ne perdait pas de temps à commander une pièce coûteuse à l'usine. Il se rendait simplement dans son cimetière, prélevait la pièce sur une carcasse identique et la machine repartait en quelques heures. Les chaînes de la dette avaient transformé ces hommes libres en employés de luxe de leurs propres créanciers. Ils ne cultivaient plus pour eux-mêmes, ils cultivaient pour satisfaire l'échéancier d'une institution située dans une tour de verre à Paris ou à Orléans. Leur dette leur avait volé leur atout le plus précieux, leur capacité d'attente. Car dans le monde de l'argent, celui qui est pressé est toujours celui qui perd. C'est ici qu'Émile reçut la leçon la plus importante de sa vie, celle qui allait définir chaque décision de sa future carrière. La liberté financière ne consiste pas à gagner des sommes astronomiques ou à posséder le plus gros parc de machines du canton. La véritable richesse, c'est la maîtrise du temps. C'est la capacité de dire au marché « Je n'ai pas besoin de ton argent aujourd'hui, je reviendrai quand tes conditions seront les miennes ». Un homme sans dette est un homme qui possède son propre calendrier. En refusant le crédit facile pour le dernier tracteur à la mode, Henri et Émile conservaient le pouvoir de stocker leurs grains.
Ils n'étaient pas plus malins que les autres sur l'analyse des marchés mondiaux. Ils étaient simplement les seuls à avoir le luxe de la patience. Alors que les autres étaient contraints par la nécessité, eux étaient guidés par l'opportunité. Ils comprirent que le silo n'était pas qu'un réservoir à grains, c'était un réservoir de liberté. Sans la bride de la dette, Émile pouvait regarder le cours du blé s'effondrer en octobre avec le calme d'un homme qui sait que le printemps finit toujours par arriver. La leçon était claire. Si vous voulez posséder votre vie, commencez par posséder votre temps. La transmission de ce savoir ne se fit pas dans un bureau feutré, mais dans le cambouis et la poussière de fer. Un matin de printemps, Henri emmena le jeune Émile à l'autre bout du département pour une vente aux enchères après faillite. Là, au milieu d'un bric-à-brac de ferraille et d'outils rouillés, se trouvaient 3 vieux silos d'occasion, bosselés et décolorés par les intempéries. Pour les autres acheteurs, ce n'était que de la tôle encombrante. Pour Henri, c'était l'acquisition d'une vie. Il les acheta pour une bouchée de pain, le prix du métal au poids. De retour à la ferme, le chantier commença. Émile se souviendrait toute sa vie de ce week-end passé à couler les dalles de béton à la main, mélangeant le ciment à la pelle sous un soleil de plomb. Ils érigèrent les cylindres de métal ensemble, boulon par boulon. Ces structures n'avaient rien de gracieux. Elles étaient grises, utilitaires, et faisaient tache à côté de la belle grange en pierre de taille. Les voisins, passant sur la route, ralentissaient pour ricaner. « Alors Henri, tu te lances dans la collection de ferraille ?» Henri ne répondait pas. Il serrait les derniers écrous en regardant son fils. Il lui expliqua que ces parois métalliques étaient bien plus que de simples réservoirs à grains. « Regarde bien ces tôles, Émile. Les gens voient des silos moches. Moi, je vois des machines à remonter le temps. » C'était une idée fascinante pour l'adolescent. Son père lui détailla la mécanique invisible de l'objet. Le silo permettait de capturer le blé d'octobre, ce blé qui ne valait rien parce que tout le monde en avait, et de le transporter, intact, jusqu'au mois d'avril. Le silo ne changeait pas la nature du grain, il changeait sa valeur en le déplaçant dans le futur. Dans une région où tout le monde se battait pour augmenter ses rendements de 5% au prix d'engrais coûteux, Henri venait d'installer un outil capable d'augmenter son profit de 30% ou 40% par le simple pouvoir de l'isolation temporelle. Ces cylindres étaient, en réalité, les instruments financiers les plus sophistiqués de toute la Beauce. Ils étaient des barrières contre la panique, des remparts contre l'avidité des intermédiaires. Chaque grain qui y tombait cessait d'être une marchandise périssable pour devenir un actif stratégique. Les années passèrent et le cycle se répéta. Puis, comme le veut l'ordre naturel des choses, Henri s'éteignit, laissant derrière lui bien plus qu'une terre de 100 hectares. Émile hérita de la ferme, de la vieille charrue, du tracteur increvable qui faisait rire Laurent, mais surtout, il hérita de la stratégie d'acier de son père. Il se retrouva seul face à ses 5 silos, car il en avait ajouté 2 autres avec ses premières économies. À 25 ans, il était désormais le gardien du temps. Il n'avait pas besoin des conseils des experts de la ville ou des brochures brillantes des concessionnaires. Il avait son carnet de comptes, ses thermomètres pour surveiller la température du grain stocké et cette certitude silencieuse qui coulait dans ses veines. Alors que ses anciens camarades d'école, désormais installés à leur compte, s'endettaient lourdement pour paraître modernes, Émile continuait de vivre modestement. Il entretenait ses silos avec un soin presque religieux, les repeignant pour éviter la rouille, vérifiant l'étanchéité de chaque joint. Il savait que tant que ses coffres-forts étaient debout, il était le maître du jeu. Le reste du monde pouvait bien courir après les nouveautés. Lui, il possédait la seule technologie qui importait vraiment, la patience matérialisée par de la tôle ondulée. Pendant que le reste de la région vivait au rythme des innovations technologiques et des annonces fracassantes, la vie d'Émile s'était stabilisée dans une routine d'une discipline monacale. Chaque matin, bien avant que l'aube ne vienne blanchir l'horizon de la Beauce, il accomplissait le même rituel. Il ne consultait pas les réseaux sociaux ou les bulletins d'information sensationnalistes. Il décrochait son téléphone et appelait 2 ou 3 courtiers locaux pour obtenir le prix au comptant du blé et de l'orge. Puis, il ouvrait son grand registre, le successeur direct du carnet corné de son père, et y consignait le chiffre du jour. Pour Émile, la richesse n'était pas un événement soudain, c'était une accumulation lente et invisible, comme la sédimentation géologique. Il ne cherchait pas le coup de chance, il exploitait une anomalie structurelle du marché. Prenons une année moyenne, sans crise ni boom particulier. En octobre, la coopérative proposait, par exemple, 180 € la tonne. Pour un voisin exploitant la même surface qu'Émile avec un rendement de 80 quintaux par hectare, la vente immédiate rapportait une somme rondelette, mais immédiatement amputée par les frais financiers. Émile, lui, stockait ses 800 tonnes dans ses 5 silos. Il surveillait l'humidité, faisait tourner ses ventilateurs d'aération pour garder le grain bien sec et attendait. En janvier, le prix montait souvent à 210 €. En mars,
Alors que les stocks commençaient à s'épuiser partout en Europe, il atteignait 245 €. En vendant à ce moment-là, Émile encaissait une différence de 65 € par tonne. Sur sa récolte totale, cela représentait un bonus net de 52 000 €. 52 000 € gagnés sans labourer un mètre carré de plus, sans acheter un gramme d'engrais supplémentaire, simplement en ayant attendu 6 mois. Ce qui rendait le système d'Émile imbattable, c'était l'effet boule de neige du capital. Contrairement à ses voisins qui utilisaient leur surplus pour financer les intérêts de leurs dettes, Émile plaçait cet argent. Chaque euro gagné grâce à la patience était réinvesti, non pas dans du métal brillant, mais dans des placements sur qui généraient eux-mêmes des intérêts. Au fil des décennies, cette stratégie créait un écart vertigineux. Là où un agriculteur classique finissait l'année à l'équilibre après avoir payé l'oron et la banque, Émile dégageait un bénéfice net qui doublait parfois celui de ses pairs. Le contraste visuel était saisissant et alimentait les moqueries du village. On voyait Émile au volant de son vieux tracteur des années 80, portant les mêmes bleus de travail rapiécés depuis 10 ans, vivant dans la maison de son père sans jamais avoir changé les volets pour des modèles en aluminium. Les gens le plaignaient presque. Ils voyaient en lui un homme qui survivait avec peine, un vestige d'un passé pauvre. Ils ne voyaient pas le solde de ses comptes bancaires qui grimpaient avec la régularité d'une horloge suisse. Émile ne ressentait aucune jalousie face aux nouvelles voitures de ses voisins. Au contraire, il ressentait une forme de compassion tranquille. Il savait que sous le vernis de leur prospérité apparente, ils étaient à une mauvaise récolte près du gouffre. Lui, en revanche, avait bâti une forteresse. Sa richesse était cachée, logée dans ses cylindres de tôle grise et dans les chiffres noirs de son registre. Il avait compris que la fortune la plus solide est celle que personne ne soupçonne, car elle ne dépend pas du regard des autres, mais de la froide réalité de l'arithmétique. Il ne possédait pas le plus beau tracteur du canton, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, la certitude absolue de son lendemain. L'année où tout bascula commença comme une autre, mais une ombre glaciale s'étendit rapidement sur les plaines de la Beauce. Ce n'était pas une catastrophe climatique, mais un séisme économique d'une violence inouïe. Les marchés mondiaux s'affolèrent et les taux d'intérêt, autrefois stables, s'envolèrent pour atteindre des sommets vertigineux, dépassant les 15 ou 18%. Pour un agriculteur endetté, c'était l'équivalent d'un arrêt de mort. Soudain, le prix du blé s'effondra. En octobre, les cours tombèrent à des niveaux historiquement bas, bien en dessous du coût de production. La panique s'empara du village. Pour Laurent, le concessionnaire, le téléphone n'arrêtait plus de sonner, mais ce n'était plus pour commander de nouvelles machines. C'était pour annuler des contrats ou supplier pour des délais de paiement. Le luxe et la brillance des années précédentes s'évaporèrent pour laisser place à une angoisse sourde qui se lisait sur tous les visages. À la coopérative, l'ambiance n'était plus à la camaraderie, mais à la survie. Les files d'attente étaient là, plus longues que jamais, mais les hommes qui descendaient de leur tracteur avaient le regard vide. Ils n'étaient pas là pour vendre par choix. Ils étaient là parce qu'ils y étaient contraints. Leurs banquiers, paniqués par la crise, exigeaient le remboursement immédiat des traites. Les intérêts de leurs emprunts pour leur rutilant tracteur consommaient désormais chaque centime de leur chiffre d'affaires. C'était une véritable hécatombe. Pour payer la banque en novembre, les agriculteurs devaient brader leur récolte en octobre à des prix dérisoires. Plus ils vendaient, plus ils faisaient chuter les cours, et plus ils s'enfonçaient dans le rouge. C'était un massacre financier à ciel ouvert. Certains voisins d'Émile, ceux-là même qui se moquaient de son vieux matériel 2 ans plus tôt, virent les huissiers débarquer dans leur cours de ferme. La coopérative, autrefois symbole de la force collective, devenait un cimetière de rêves où l'on liquidait des générations de travail pour le prix d'une poignée de ferraille. Le café de la place, autrefois si bruyant, devint un lieu de murmures et de silence pesant. Laurent ne tenait plus le crachoir. Son assurance s'était effondrée en même temps que ses ventes. Il voyait ses clients les plus fidèles, ceux qui avaient suivi ses conseils de modernisation à la lettre, perdre leur terre une à une. Le système qu'il représentait, ce progrès basé sur la dette et la vitesse, était en train de dévorer ses propres enfants. Au milieu de ce chaos, la ferme d'Émile ressemblait à une île déserte au milieu d'un océan en furie. Il n'y avait pas de file d'attente devant ses silos. Aucun huissier ne franchit son portail. Émile ne devait rien à personne. Sa vieille mécanique continuait de tourner, et son grain, bien à l'abri dans ses cylindres de métal, ne demandait aucun intérêt à la banque. Alors que tout le monde vendait dans un geste de désespoir, Émile fermait ses vannes. Il regardait les prix s'enfoncer, mais il ne ressentait aucune urgence. Il avait assez d'économies pour passer non seulement l'hiver, mais l'année entière s'il le fallait. Il était le seul homme de la région à ne pas avoir de corde au cou, tandis que ses voisins luttaient pour ne pas se noyer. Émile, lui, observait la tempête depuis le rivage, calme, presque invisible, attendant que le vent tourne. La crise était le test ultime de sa philosophie, et le verdict était sans appel.
Dans un monde de débiteurs, l'homme libre est celui qui possède le luxe du silence. Pendant que la Beauce pansait ses plaies sous un manteau de givre, Émile demeurait immobile, tel un phare au milieu de la tourmente. Dans le silence de sa cuisine, il continuait de remplir son registre, notant les prix qui stagnaient au fond de l'abîme. Autour de lui, le désastre était total. Les fermes voisines s'éteignaient les unes après les autres, les lumières ne s'allumaient plus dans les hangars de ceux qui avaient trop misé sur la vitesse. Mais Émile, lui, ne vacillait pas. Il n'avait pas besoin de vendre pour survivre, il avait déjà survécu en choisissant de ne pas emprunter. L'hiver s'étira, morne et cruel, jusqu'à ce qu'un événement climatique imprévu à l'autre bout du monde ne vienne tout basculer. Une vague de froid sans précédent ravagea les cultures de blé d'hiver en Amérique du Nord, tandis qu'une sécheresse précoce menaçait les récoltes d'Europe de l'Est. En l'espace de quelques nuits, la psychologie du marché changea radicalement. La surabondance d'octobre s'était transformée en une pénurie mondiale imminente. Les cours du blé, qui s'étaient traînés dans la boue pendant des mois, commençaient une ascension verticale. En février, ils retrouvèrent leur niveau d'avant la crise. En mars, ils le dépassèrent. En avril, le prix du boisseau atteignit des sommets que personne n'avait osé imaginer au café du village. C'est à ce moment précis, alors que la tension était à son comble et que les stocks des coopératives étaient au plus bas, qu'Émile décida d'agir. Un matin de printemps, le ronronnement d'un moteur se fit entendre devant les silos d'Émile. Ce n'était pas un camion de livraison, mais la voiture de Laurent. Le concessionnaire n'avait plus rien du superbe pan qui pérorait au café. Son visage était marqué par l'épuisement. Son costume semblait trop grand pour lui. Sa concession était au bord de la faillite. Ses clients ne pouvaient plus payer et ses parcs étaient remplis de machines invendues que les banques menaçaient de saisir. Il trouva Émile en train de charger son blé dans un camion de transport qu'il avait loué pour l'occasion. Le silence entre les deux hommes fut lourd, rompu seulement par le flot continu du grain doré s'écoulant des silos. Laurent regarda le blé, puis il regarda les silos de tôle bosselée, et enfin, il regarda Émile. « Tu vends aujourd'hui » demanda Laurent d'une voix enrouée. « Aujourd'hui » répondit simplement Émile. Laurent sortit un petit carnet et fit un calcul rapide. Le prix du jour était presque 3 fois supérieur à celui d'octobre. Il comprit en un éclair que cette simple différence, multipliée par les tonnes qui s'écoulaient sous ses yeux, représentait une fortune. Émile était en train de réaliser en une matinée ce que Laurent n'avait pas réussi à gagner en 3 ans de ventes agressives. « J'ai passé 20 ans à expliquer à ces hommes qu'ils avaient besoin de plus de puissance, de plus de technologie pour s'en sortir, » murmura Laurent, les yeux fixés sur le grain. « Je leur ai vendu des chaînes en leur faisant croire que c'était des ailes. Et pendant tout ce temps, le secret de la richesse était là, dans ce cylindre de ferraille d'occasion. » L'ego de l'expert, cette certitude arrogante de celui qui pense dominer le monde par la technique, vola en éclats. Laurent voyait enfin la vérité nue. La technologie n'est rien sans la liberté de l'utiliser à son propre rythme. Émile ne possédait pas la machine la plus rapide, mais il possédait la seule chose que l'argent de la banque ne peut pas acheter, le droit de dire non. Alors que le camion s'éloignait vers la coopérative, emportant avec lui une récolte transformée en trésor, Laurent resta planté là, au milieu de la poussière. Il comprit que le véritable génie n'était pas dans la complexité, mais dans une simplicité si radicale qu'elle en devenait invisible pour les esprits trop instruits. Le fou des silos était devenu, sans un mot, l'homme le plus riche et le plus libre du canton. Pourtant, derrière le spectacle de ce succès financier, se cachait une vérité que Laurent n'avait pas encore saisie. Le secret d'Émile ne résidait pas seulement dans la possession de ses silos ou dans sa résistance à la dette. Beaucoup d'autres, au fil des ans, avaient tenté de l'imiter en stockant leurs grains, espérant eux aussi toucher le gros lot. Mais la plupart avaient échoué, finissant par vendre trop tôt par peur ou trop tard par cupidité. La véritable force d'Émile, celle qui le séparait des spéculateurs du dimanche, était une règle d'acier gravée dans son registre, la victoire de l'arithmétique sur l'émotion. Émile ne jouait pas au casino. Il ne pariait pas sur l'avenir, il appliquait un protocole. Son père lui avait légué une boussole mathématique d'une simplicité désarmante, mais d'une rigueur absolue. La règle était la suivante: vendre dès que le prix atteignait 20% de plus que le cours d'octobre, ou vendre impérativement le 15 avril, quoi qu'il arrive. Pas d'exception. Pas de « on verra demain ». Pas de « ça peut encore monter ». Cette règle était son bouclier contre les 2 plus grands ennemis de l'homme, la peur et l'orgueil. En fixant un objectif de 20%, Émile éliminait la cupidité qui pousse tant d'agriculteurs à attendre le sommet absolu du marché, pour finalement voir les prix s'effondrer alors qu'ils sont encore assis sur leur stock. En fixant la date butoir du 15 avril, il éliminait l'indécision. Le 15 avril marquait la fin de l'hiver, le moment où les perspectives de la nouvelle récolte commençaient à influencer les cours.
C'était la limite de sécurité avant que le temps ne se retourne contre lui. Alors que ses voisins passaient des nuits blanches à scruter les nouvelles mondiales, oscillant entre l'espoir fou et la terreur pure, Émile restait d'un calme olympien. Si le blé montait de 20% en janvier, il vendait en janvier. Si le marché restait plat jusqu'au 15 avril, il ouvrait les vannes le 15 avril, même si le profit était mince. Pour lui, le succès n'était pas de gagner le maximum possible sur une année, mais de gagner systématiquement sur 30 ans. C'est là que la logique de la foule montrait ses limites. Beaucoup d'agriculteurs qui avaient essayé de stocker finissaient par se brûler les ailes. S'ils voyaient le prix monter de 15%, ils se disaient « Si j'attends encore une semaine, je gagnerai peut-être 30%. » Puis, au premier frisson du marché, à la première baisse de quelques centimes, la panique les saisissait. Ils vendaient tout dans la précipitation, souvent à un prix inférieur à celui qu'ils auraient eu en octobre, après avoir payé des mois de stockage et d'entretien. Ils n'avaient pas de stratégie, ils n'avaient que des émotions. Émile, lui, avait transformé la spéculation en une opération de routine. En refusant de chercher le profit parfait, il s'assurait le profit certain. Sur les 34 années de sa carrière, cette discipline de fer ne le trahit que 2 fois, lors d'années exceptionnellement atypiques où le prix du printemps fut légèrement inférieur à celui de l'automne. Mais sur la durée totale, le cumul de ces primes de 20% représentait une fortune colossale. La leçon était brutale pour quiconque observait sa réussite. Le marché n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un mécanisme à utiliser. Mais pour l'utiliser, il faut d'abord savoir se vaincre soi-même. Émile n'était pas un devin, il était un géomètre. Il avait tracé une ligne droite dans un monde de courbes imprévisibles, et c'est cette ligne, plus que le blé lui-même, qui avait bâti sa liberté. L'arithmétique avait remplacé l'adrénaline, et dans ce calme mathématique, Émile avait trouvé la clé d'un empire invisible. La fin de l'histoire d'Émile ne fut pas marquée par une fête somptueuse ou une annonce dans le journal local. Elle se déroula dans le calme d'un soir d'été, lorsqu'il décida de poser ses clés sur la table de la cuisine. À 64 ans, Émile se retirait. Il laissait derrière lui une exploitation de 100 hectares, la même surface que son père, mais avec une différence invisible à l'œil nu. Il était devenu, sans bruit, multimillionnaire. Ses économies, accumulées grâce à la discipline de ses silos et à l'absence de dettes, représentaient bien plus que la valeur de toutes les terres du canton réunies. Il passa le relais à sa fille, Sarah. Elle avait fait de hautes études, elle comprenait les marchés modernes, mais elle savait que le véritable héritage n'était pas dans le sol, mais dans le registre de son père. Émile ne lui donna qu'un seul conseil en lui montrant les 5 vieux silos de tôle. Ne vends jamais en octobre. Apprends à posséder ton temps, et tu posséderas ta vie. Aujourd'hui, Sarah cultive toujours la Beauce. Elle a modernisé les installations, mais elle suit la règle du 15 avril avec la même ferveur religieuse. Dans le bureau de la ferme, le vieux graphique tracé au crayon par son grand-père en 1947 est encadré comme une relique, avec ce seul mot écrit en marge, « Attendre ». Mais cette histoire, au-delà des champs de blé et des prix de marché, s'adresse à vous. Prenez un instant pour réfléchir, car nous sommes tous, d'une certaine manière, des agriculteurs. Chaque jour, vous récoltez quelque chose, votre temps, vos compétences, votre énergie, votre créativité. Et la question est la suivante. Quand vendez-vous votre récolte? La plupart d'entre nous vendons notre temps dès qu'il est disponible, par peur du lendemain ou parce que nous avons déjà dépensé l'argent que nous n'avons pas encore gagné. Nous vendons notre force de travail au prix le plus bas, en octobre, parce que nous sommes enchaînés par des échéances, par des besoins de paraître, par cet acte que la société nous impose. Nous confondons la fin du travail avec le moment de la vente. Comme les voisins d'Émile, nous laissons les intermédiaires et les banques capturer la plus-value de notre propre vie simplement parce que nous n'avons pas construit nos propres silos de patience. La véritable richesse ne commence pas avec un gros salaire. Elle commence le jour où vous décidez de ne plus être pressé. Elle commence quand vous refusez de brader votre vie pour payer les intérêts d'une existence que vous n'avez pas les moyens de vous offrir. Construire son propre silo, c'est épargner assez pour pouvoir dire non à une offre médiocre. C'est cultiver la discipline de ne pas suivre la foule quand elle court vers la sortie. Le profit de votre vie se trouve dans les mois de silence entre votre effort et votre récompense. Si vous apprenez à attendre que le prix soit juste, si vous apprenez à découpler votre besoin d'argent de votre valeur intrinsèque, alors vous ne serez plus jamais une victime du marché. Vous en deviendrez le maître. Ne soyez pas celui qui court vers la coopérative en octobre. Soyez celui qui regarde l'hiver passer avec la sérénité de celui qui sait ce qu'il vaut. Si cette réflexion sur la patience et la stratégie d'Émile vous apporte une nouvelle perspective sur votre propre gestion du temps et de vos ressources, n'hésitez pas à soutenir ce travail. Un simple clic sur le bouton j'aime nous aide énormément et vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mécaniques invisibles de la réussite.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, court un peu trop vite en ce moment. Merci de votre attention. Et rappelez-vous, le moment où vous récoltez n'est pas forcément le moment où vous devez vendre.